volé des armes et des moyens de transport à l'armée irakienne. En fait, Daesh était armé et avait ses propres moyens de transport avant d'entrer en Irak. Ensuite, lorsque Daesh a pris la ville de Mossoul, on a pu constater, donc ça c'était au mois de juin 2014, lorsque Daesh a pris Mossoul, on a pu constater qu'ils avaient avec eux toute une infrastructure. Par exemple, ils ont pris à l'armée irakienne des hélicoptères et ils ont été immédiatement en mesure de piloter ces hélicoptères. Donc d'où viennent ces pilotes? Vous savez que lorsque vous êtes pilote d'hélicoptère, vous ne pouvez pas vous arrêter de piloter pendant plusieurs mois, puis après y retourner. Donc ce sont des gens qui ont une formation permanente au sein des armées. Ce ne sont pas des anciens soldats de l'époque de Saddam Hussein. Ça n'a aucun rapport. De la même manière, on a pu voir que Daesh, dès qu'ils ont été en mesure de gouverner la ville, pas seulement la ville, mais toute la province d'Al-Anbar. Donc, d'où viennent ces administrateurs civils? Manifestement, ce sont des gens qui connaissent en fait, il s'agit très certainement des anciens administrateurs civils que les États-Unis avaient déployés en Irak à l'époque de leur occupation de ce pays. Et puis, ils avaient avec eux de nouveaux moyens de communication, parce que immédiatement, ils ont commencé à imprimer des journaux et même des magazines, et vous pouvez trouver facilement sur Internet le magazine qu'ils éditent sur papier glacé, c'est assez surprenant, et qui, par toute sa mise en page, évoque la presse magazine aux États-Unis et en Angleterre. Vous avez aussi le fait qu'ils ont publié dès le départ des rapports, comme des rapports de multinationales, indiquant leurs exploits. Et ça encore, c'est un savoir-faire que l'on ne trouve que dans les États anglo-saxons, et certainement pas avec des djihadistes venus d'ici et là. Donc oui, c'est une opération secrète. Deuxièmement, elle arrive trop tard, parce que au moment où elle est en train de gagner en Irak et dans le désert syrien, à ce moment-là, les États-Unis sont en train de changer de politique et ils abandonnent le projet qu'ils avaient soutenu depuis 14 ans de remodelage du Grand Moyen-Orient, de destruction des États, de création de nouveaux États. Donc tout ça, ça va être abandonné parce qu'il va y avoir dans 15 jours la signature d'un accord entre les États-Unis et l'Iran. Je dis entre les États-Unis et l'Iran, c'est un accord distinct de l'accord qui va être signé avec les 5+1, les 5 puissances permanentes du Conseil de sécurité plus l'Allemagne, avec l'Iran. Donc l'accord 5+1 parle de la question nucléaire, mais l'accord bilatéral des États-Unis et de l'Iran parle du partage de cette région et de la réinscription de l'Iran dans le projet de domination globale des États-Unis, c'est-à-dire le fait que l'Iran va abandonner la révolution de l'imam Khomeini et revenir au rôle de gendarme régional qu'il avait à l'époque du Shah Reza Pahlavi. Donc, quelle est, dans ce contexte, l'histoire de Daesh? Eh bien, nous pouvons reconstituer cette histoire à partir de plusieurs éléments qui ont été publiés au fur et à mesure de manière un peu incohérente, mais lorsque l'occasion sont présentées. D'abord, nous avons un document qui provient de la DIA, Defense des États-Unis. D'après ce document, qui date du mois d'août 2012, le Pentagone explorait les possibilités d'utiliser les djihadistes qui se trouvaient en Syrie et en Irak
dans le but de continuer ce remodelage de la région. Et ce document est assez intéressant parce que même si plus de la moitié du document reste censuré, les passages qui ont été publiés montrent que les États-Unis savaient parfaitement qu'il n'y a jamais eu de révolution en Syrie. C'est eux qui ont fabriqué cette histoire, et qu'ils entendaient utiliser la situation d'une manière tout d'un coup différente de celle qu'ils avaient comme projet au départ. Vous vous souvenez en effet que depuis 2001, depuis les attentats à New York et à Washington, depuis 2001, les États-Unis avaient ce projet de diviser ce qu'ils appelaient le Moyen-Orient élargi, c'est-à-dire depuis le Pakistan jusqu'au Maroc, et en descendant jusqu'en Somalie et au Soudan. Dans cet espace, ils devaient fractionner les États, ils devaient créer de nouveaux États et installer un chaos général. Et par chaos, il ne faut pas comprendre ce mot-là au sens européen traditionnel. Il faut comprendre chaos au sens que aucune structure n'aurait pu s'installer dans cette région, une fois toutes les structures détruites, de nouvelles structures auraient pu se former par elles-mêmes. Mais il ne faut surtout pas comprendre ça dans le projet des États-Unis. Donc, les États-Unis avaient prévu de couper la Syrie en trois, de déplacer un peu le Liban vers le nord, de découper l'Irak en trois, etc. Mais ça, ils n'ont pas été en mesure de le faire. Ils ont pourtant essayé plusieurs fois, notamment pour l'Irak en 2003 et en 2005. Mais ils n'ont pas pu parce que les populations sont extrêmement mélangées dans cette région. On parle des sunnites et des chiites, mais il y a énormément de petits groupes avec des religions et des cultures différentes qui sont imbriquées dans ces pays. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle la Syrie et l'Irak étaient traditionnellement des États laïques, c'est-à-dire des États qui garantissaient la liberté de culte pour toutes ces minorités, même si l'Irak n'est plus aujourd'hui, du fait de la constitution imposée par les États-Unis, l'Irak n'est plus un État laïque, c'est un État confessionnel. Mais dans l'esprit des gens, il fallait continuer à protéger les minorités. Donc, en septembre 2013, le New York Times a publié une nouvelle carte pour un nouveau projet de réorganisation de cette région. Et d'après cette carte, il s'agissait d'un projet plus petit, uniquement pour la Libye d'un côté, la Syrie, le Yémen et l'Arabie Saoudite de l'autre. Et le rôle de Daesh, c'était de faire ce que l'armée des États-Unis n'avait pas pu faire ni en 2003 ni en 2005, c'est-à-dire de séparer les populations et de les opposer. Il fallait donc faire un nettoyage ethnique. Et là, si vous vous référez aux documents de l'armée des États-Unis sur ce sujet, vous avez de nombreux articles qui expliquent depuis plusieurs années qu'il faudrait faire ce nettoyage ethnique, mais que l'armée des États-Unis ne peut pas, parce que ce serait un crime contre l'humanité. Il faut donc trouver un acteur non étatique pour faire ce sale boulot. Et cet acteur non étatique, ce sera Daesh. Alors la création de Daesh a été préparée dès le départ par le sénateur John McCain, qui, aux yeux de certains, est le leader de l'opposition aux États-Unis, mais qui, à mes yeux, est d'abord un haut fonctionnaire des États-Unis, puisque, en plus de ses fonctions de sénateur, il est le directeur de l'Institut républicain international, une branche de la National Endowment for Democracy, c'est-à-dire un organisme parallèle et intégré à la CIA, qui voit son budget voté par le Congrès sur la ligne budgétaire
du département d'État des États-Unis. Et donc le sénateur McCain est venu en Syrie. Il a rencontré les dirigeants de l'armée syrienne libre, une armée qui a été fabriquée par la France au début de la guerre en Syrie, et dont les principaux éléments proviennent d'Al-Qaïda en Irak, puisque vous savez qu'Al-Qaïda en Irak a été créé en 2006, et que d'après un rapport de West Point, de l'Académie des militaires états-unienne, qui s'est fourni le fichier d'Al-Qaïda en Irak, la majorité des combattants d'Al-Qaïda en Irak n'étaient pas des Irakiens, c'était soit des Libyens, soit des Saoudiens. Et lorsque c'était des Libyens, ils étaient presque tous du même village, la même petite ville en Libye, Derna. Donc, ces gens ont aidé l'OTAN à prendre le pouvoir en Libye, à renverser la Jameria arabe libyenne, puis ils sont venus en Syrie, où ils ont organisé l'armée syrienne libre pour le compte de la France. Ceci n'est pas contestable, puisque même si je l'avais écrit au départ et ceci avait été raillé par la presse européenne, en fait, par la suite, un journaliste espagnol de ABC, lorsqu'il est allé voir les dirigeants de l'armée syrienne libre, a reconnu les Libyens qu'il avait lui-même croisés préalablement lors de la guerre en Libye, notamment Abdelhakim Bellage, qui est aujourd'hui le gouverneur militaire de Tripoli, et Mehdi El Harati, qui est aujourd'hui le maire de Tripoli. Donc ça, ce sont les vrais chefs qui ont formé l'armée syrienne libre. John McCain est allé les rencontrer en mai 2013, et d'après les photos dont nous disposons, il a rencontré à ce moment-là quelqu'un dont l'identité est contestée par d'assez nombreux médias, mais qui est clairement M. al-Baghdadi, l'actuel calife de l'Émirat islamique, qui était à l'époque un officier supérieur de l'armée syrienne libre. Ce point a été contesté, mais en fait il n'a plus de raison d'être, puisque John McCain, dans une interview à la télévision aux États-Unis, a publiquement reconnu qu'il connaissait personnellement les dirigeants de Daesh, et je cite, qu'il était en contact permanent avec eux. Ceci alors que Daesh avait commencé son nettoyage ethnique, c'est-à-dire ses crimes massifs, ses crimes contre l'humanité en Irak. Donc, les États-Unis, ou tout au moins une partie de l'administration des États-Unis, ceci est toujours difficile à comprendre. Il y a plusieurs politiques qui sont menées par des instances différentes aux États-Unis. En tout cas, une partie de l'administration, certainement la CIA et une partie des forces armées, a soutenu la création de Daesh. Nous avons d'autre part des documents qui nous ont été fournis par le PKK, c'est-à-dire le parti de gauche kurde en Turquie. Le PKK a publié le compte-rendu d'une réunion qui s'est tenue à Amman, en Jordanie, probablement en juin, ou peut-être en mai de 2014. Donc là, dans cette réunion, il y avait à la fois les dirigeants de l'armée syrienne libre, des dirigeants de plusieurs groupes combattants, à la fois en Syrie et en Irak. Il y avait également des représentants du gouvernement du Kurdistan irakien. Attention, ne confondez surtout pas le Kurdistan irakien avec les Kurdes de Turquie. Ce sont des tribus complètement différentes, avec des positions politiques totalement différentes, puisque les Kurdes en Irak sont liés à l'État d'Israël depuis le début de la guerre froide, tandis que les Kurdes en Turquie sont liés, là aussi depuis le début de la guerre froide,
d'abord à l'Union soviétique et à la Syrie, puis à la Russie et à la Syrie. Donc, les Kurdes irakiens, également des représentants de l'État d'Israël et de l'administration des États-Unis. Se trouvait également là un des principaux chefs de l'ancien parti basse d'Irak, le parti de Saddam Hussein. Se trouvait là l'ancien vice-président de Saddam Hussein, M. Douari, qui est aujourd'hui un homme très âgé, mais qui a participé à cette réunion. Et ensemble, ils ont conçu ce projet d'invasion de l'Irak, et après de la Syrie, mais d'abord de l'Irak, conformément à la carte qui avait été publiée par le New York Times plusieurs mois auparavant. Donc cette carte, cette nouvelle carte de la division de la région, prévoyait de créer un grand Sunnistan dans le désert irakien et le désert syrien, et puis un Kurdistan indépendant qui aurait compris le actuel Kurdistan irakien, mais aussi la ville de Kirkouk, c'est-à-dire les champs pétroliers irakiens, et une bande de territoires qui aurait relié ce Kurdistan irakien à la mer Méditerranée en prenant une bande de territoire au nord de la Syrie, même si il n'y a pas de Kurdes dans une grande partie de cette région. Et donc, voilà, ce Daesh est subitement devenu un groupe avec des dizaines de milliers de combattants. Il est entré en territoire irakien où les forces armées irakiennes, les clés du terrain de combat, sont les généraux de l'armée irakienne, qui étaient des généraux chiites et non pas sunnites. Ces généraux ont remis le territoire à Daesh, et puis ils sont tous partis aux États-Unis, où certainement ils vivent une vie heureuse et bien rémunérée autour de lui. Donc, pareil du désert irakien, de deux grandes provinces du pays, celle de Ninive et d'Al-Anbar. Et sur place, évidemment, il a volé tout ce qu'il pouvait. Donc, d'abord, les armes que les États-Unis avaient données à l'armée irakienne et que celle-ci a laissées dans les mains de Daesh, puis aussi beaucoup d'argent et des accès à des champs pétroliers. Donc, dans un premier temps, Daesh a vécu avec ce pétrole, exporté en utilisant un pipeline qui traversait le Kurdistan, puis le Kurdistan irakien, puis la Turquie. Ce pétrole a été transféré par une compagnie maritime pétrolière à la fois azerbaïdjanaise et turque. Il a été transporté vers Israël. En Israël, on a fait des faux certificats de provenance en prétendant que ce pétrole irakien avait été extrait en Israël. Et tout ça a été vendu à l'Union européenne en pleine connaissance de cause de tous les États de l'Union européenne. Et vous savez peut-être que la représentante de l'Union européenne en Irak a déposé devant le Parlement européen et a confirmé tout ce que je viens de vous dire, même si elle n'a pas publiquement dénoncé les États européens qui achètent ce pétrole. Mais aujourd'hui, l'essentiel des finances de Daesh ne provient plus du pétrole, puisqu'il y a eu une résolution des Nations Unies qui interdit d'acheter ce pétrole. Par contre, Daesh est devenu aujourd'hui le premier trafiquant de drogue à l'échelle internationale, y compris en Italie, puisque la famille Karzai en Afghanistan a transféré le marché de l'héroïne afghane de la mafia kosovare sur Daesh. Et aujourd'hui, l'héroïne que vous trouvez en Italie, ou l'héroïne que vous trouvez n'importe où dans l'Union européenne, est d'abord passée dans les mains de Daesh et rapporte de l'argent à Daesh.
Donc c'est une organisation gigantesque, mais qui a commis quelques erreurs. Je pense que la première erreur, c'est que Daesh s'est emparé de la ville de Palmyre en Syrie il y a plus d'un mois. Or, ce faisant, Daesh remplissait bien la mission qu'on lui avait confiée au départ, mais en même temps, compte tenu de l'évolution politique, Daesh signait sa défaite. Parce que la création de ce grand Sunnistan avait pour but de couper la route de la soie, de couper la communication entre d'un côté l'Iran, de l'autre la Syrie et le Hezbollah. La route de la soie, c'est la seule route que l'on peut utiliser dans cette région, parce que c'est un désert. Sur une carte, peut-être vous ne vous rendez pas compte, mais il est impossible de traverser ces régions en prenant le chemin le plus court. Il n'y a qu'une seule route possible, c'est la route de la soie. Elle existe depuis le Moyen-Âge. Elle reliait la mer Méditerranée à la capitale chinoise de l'époque, Xi'an. Donc, cette route est indispensable à ce qu'on appelle l'axe de la résistance, qui était jusqu'à présent, et je pense que ça va se terminer dans 15 jours, mais qui était jusqu'à présent la route qui permettait à l'Iran de transmettre des armes au Hezbollah libanais et au djihad islamique et à une partie du Hamas en Palestine. Donc, cette route, si elle est coupée, il n'y a plus aucune raison pour que l'Iran signe l'accord avec les États-Unis, un accord qu'il négocie depuis plus de 2 ans maintenant, et qui devrait aboutir à un cessez-le-feu général dans l'ensemble du Proche-Orient. Mais je dis que cet accord sera signé et que Palmyre sera libéré, puisque les États-Unis ont accepté que l'Iran transfère des gardiens de la révolution en Syrie pour reprendre Palmyre et pour refouler l'ensemble des djihadistes du territoire. Vous savez que depuis 3 ou 4 semaines, plus de 10 000 gardiens de la révolution sont arrivés sur le territoire syrien et s'apprêtent à combattre Daesh. Donc, quel avenir pouvons-nous voir pour Daesh? Eh bien, je pense que les États-Unis vont décider la fin de la récréation, la fin du jeu, et que Daesh va être contraint de se retirer. Je ne pense pas qu'on va détruire une armée aussi puissante. Je pense plutôt qu'on va l'utiliser dans d'autres régions du monde. Alors, ça peut être au Nigeria, ça peut être en Libye, ça peut être dans le Caucase, ou ça peut être dans les Balkans. Il y a plusieurs options qui s'offrent. Peut-être même on peut diviser Daesh en plusieurs petites armées et les utiliser sur ces divers terrains d'opération. Le plus simple et le plus logique, ce serait la Libye, mais il y a peut-être d'autres plans qui se préparent actuellement. Voilà donc ce que je voulais vous présenter sur Daesh, et peut-être avez-vous des questions à me poser à ce sujet. Allora,